On a appris il y a quelques jours que les exportations d'armes françaises ont battu des records en 2022, notamment grâce à la vente de 80 Rafales aux Émirats arabes unis. Mais qu'on se le dise, le pays dit des Gaulois réfractaires offre gratuitement au monde entier un autre produit tendance, les crises d'autorité et les coups de menton d'Emmanuel Macron qui, en quelques mots, mal choisi, a réussi à aggraver la situation déjà compliquée de la diplomatie française au Sahel. Voilà que le Niger, dernier refuge de l'influence française dans la région, vient d'être contaminé par le virus des coups d'État, suivi de manifestations d'hostilité vis-à-vis de la France et d'appels du pied en direction de la Russie. De ce sujet et d'autres, nous parlerons dans cette nouvelle édition de notre bulletin d'infos d'été. En un week-end, ce qui en réalité ressemblait à une sorte de révolution de palais a pris des allures de face-à-face ravageur entre la rue nigérienne et le sommet de l'État français. Merci qui ? Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. Merci Macron. On vous explique la situation en commençant par l'enjeu géopolitique. Le Niger est l'un des 5 pays engagés aux côtés de la France dans le cadre de l'opération Barkhane, opération lancée le 1er août 2014, soit il y a presque exactement 9 ans. Une opération manifestement foireuse. Son objectif était de libérer le Sahel des djihadistes qui s'y étaient infiltrés après la déstabilisation de la Libye et donc de la région par une intervention militaire de la communauté internationale et en particulier de Nicolas Sarkozy. Au final, les groupes armés terroristes se sont multipliés comme une sorte de cancer généralisé et l'autorité des États sahéliens a commencé à s'effondrer, notamment au Mali et au Burkina Faso, où des coups d'État ont eu lieu. Dans ces 2 pays en particulier, les nouveaux dirigeants ont chassé l'armée française, le Mali choisissant même de la remplacer par des mercenaires, les mercenaires russes du groupe Wagner. Les accords militaires signés avec la France ont été dénoncés et c'est au Niger que s'est repliée l'opération Barkhane. Forcément, jeudi dernier, quand le chef de la garde présidentielle prend en otage le président Mohamed Bazoum, allié précieux de Paris, élu démocratiquement il y a 2 ans, pour l'obliger à démissionner, la France condamne, tout comme le reste de la communauté internationale. Mais le fait est que, désormais, dans les anciennes colonies françaises, quand Paris prend une position, une frange de l'opinion publique adopte mécaniquement la position inverse. Comme au Mali et au Burkina Faso précédemment, les activistes sortent dans la rue pour brûler le drapeau français et brandir le drapeau russe. Mais en réalité, le cœur de la société nigérienne reste circonspect face à ce coup d'État qui peut paraître surprenant. Sauf que, voilà, Emmanuel Macron organise un conseil de défense sur le Niger, ce qui n'est pas sans signification politique et irrite une opinion publique qui crie à l'ingérence. Comme vous le constatez, c'est le peuple nigérien qui est sorti pour manifester son mécontentement contre une politique qui a duré 12 ans. 12 ans, pendant 12 ans de régime, le quotidien des Nigériens n'a pas changé. Par conséquent, les Nigériens ont appelé à sortir massivement et de bouter dehors cette politique. Nous sommes également sortis pour dire à ce petit Macron de la France que le Niger nous appartient. C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. À la suite de la manifestation monstre à Niamey qui s'est terminée par quelques dizaines d'ultras qui sont allés devant une ambassade de France superficiellement vandalisée, Emmanuel Macron publie un communiqué au ton martial. Quiconque s'attaquerait aux ressortissants, à l'armée, aux diplomates et aux emprises françaises verrait la France répliquer de manière immédiate et intraitable. Le président de la République ne tolérera aucune attaque contre la France et ses intérêts. Le problème est qu'on parle d'une région marquée par des décennies de colonialisme et de néocolonialisme et plus récemment par la guerre occidentale prétendument pour la démocratie qui a détruit la Libye. Une région qui a subi l'échec de Barkhane dans la lutte contre les terroristes que certaines populations vivent comme une complicité. Donc ces propos fouettent l'orgueil national et contribuent à pourrir la situation, notamment en donnant une forme de légitimité à des poutistes qui sont en réalité peut-être que des ambitieux ou des opportunistes.
Impossible de comprendre ce qui se passe entre Niamey et Paris sans prendre en compte ce qu'on pourrait appeler l'amertume postcoloniale. Le Niger est aujourd'hui dans le top 10 des pays les plus pauvres du monde après avoir pendant longtemps été un des principaux fournisseurs de l'uranium servant aux centrales électriques françaises. C'est en 1957, durant la colonisation, que le Bureau français de recherche géologique et minière découvre que ce minerai existe au Niger en cherchant du cuivre. Et depuis 1971, le groupe Areva, devenu Orano, exploite les mines d'uranium du pays. À plusieurs reprises, le caractère inégal du partage des profits a créé des crises entre Paris et Niamey qui ont souvent coïncidé avec des coups d'État militaires. Cela n'a cessé de nourrir les soupçons vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. La France a fermé ces dernières années un certain nombre de mines d'uranium au Niger, laissant derrière elle un désastre environnemental. Regardons un extrait d'une vidéo de la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. À Arlit, au Niger, la Cominac, filiale d'Orano, ex-Areva, a fermé en mars 2021. Cette entreprise a exploité pendant plus de 40 ans des mines d'uranium et elle laisse derrière elle un héritage empoisonné. Il s'agit de près de 20 millions de tonnes de boues radioactives, les résidus d'extraction de l'uranium. Les analyses qui ont été faites en 2009 par le laboratoire de la CRIRAD sur ces boues ont révélé une forte radioactivité, plus de 450 000 becquerels par kilogramme. Il s'agit donc bien de déchets radioactifs. L'entreposage à l'air libre de telles quantités de déchets pose des problèmes sanitaires pour les populations riveraines. D'abord parce que ces déchets produisent en permanence un gaz radioactif, le radon, et ensuite parce que les puissants vents du désert dispersent les poussières qui contiennent des métaux lourds radioactifs dont certains sont très radiotoxiques par inhalation. Ces déchets vont être radioactifs pendant des centaines de milliers d'années. Ils auraient donc dû être stockés sur un site qui garantit leur confinement à long terme. Aujourd'hui, la France s'est engagée dans une diversification de ses fournisseurs en uranium et se tourne vers d'autres pays comme le Kazakhstan, l'Australie, le Canada et certains analystes pour minimiser la dépendance de Paris au Niger expliquent que ce pays ne serait au final qu'un fournisseur secondaire de la France. Même le président renversé du Niger, Mohamed Bazoum, minimisait l'importance stratégique de son pays où sont quand même stationnés 1500 militaires hexagonaux. Au Niger, les entreprises françaises n'existent pratiquement pas au Niger. On va nous parler de l'uranium. Oui, ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes d'uranium, d'uranate par an. Ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, elle s'approvisionne au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. De fait, on dispose de quelques chiffres, même si, il faut l'avouer, le monde de l'uranium ne se caractérise pas vraiment par sa transparence en termes de statistiques. Alors, selon les données les plus récentes d'Euratom, qui est la communauté européenne de l'énergie atomique, le Niger était le premier fournisseur de l'Union européenne en 2021 avec 24,3% des approvisionnements, juste devant le Kazakhstan avec 23%. Et toujours, selon Euratom, le Niger représentait 34,7% des approvisionnements français en 2020. Orano, de son côté, ne publie pas de statistiques précises sur son site internet, mais mentionne que le Niger représenterait aujourd'hui entre 10 et 15% des besoins en uranium des centrales françaises. Il faut noter en tout cas qu'avec le coup d'État qui vient d'avoir lieu, une cellule de crise a été ouverte justement par le groupe Orano, autrement connu sous le nom d'Areva, signe qu'une certaine panique a été provoquée par ce coup d'État. Gérald Darmanin doit-il démissionner de son poste de ministre de l'Intérieur alors qu'il vient juste d'être reconduit? La réponse est oui pour le député France Insoumise Antoine Léaumont, qui était ce matin sur RMC. Déjà, Gérald Darmanin n'est plus capable de tenir la police. J'avais dit une fois, Gérald Darmanin ne tient plus la police, c'est lui qui est tenu par la police. Il réagissait ainsi aux propos prononcés jeudi dernier par le premier flic de France qui volait au secours d'un directeur général de la police nationale se rébellant contre l'institution judiciaire, en particulier contre le placement en détention provisoire du policier
policier soupçonné d'avoir frappé Eddy, 22 ans, au point de laisser pour mort à Marseille. Alors, manifestement, Frédéric Vaux semble penser, comme le syndicat de police Alliance, que le problème de la police, c'est la justice. Les derniers défenseurs de l'état de droit ont appelé au mieux à son limogeage, au pire à sa démission. En fait, non, le patron de la police restera en poste et obtient le soutien de Gérald Darmanin. Le directeur général de la police nationale est un grand policier, je vais dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République, à arrêter des voyous, à protéger des innocents. Et je vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain est une insulte vis-à-vis de la carrière de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour nous protéger. Donc c'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur. Cette prise de parole très commentée a précédé une rencontre avec les syndicats de police au ministère de l'Intérieur. À la sortie de cet échange que l'on imagine très cordial, ces derniers exultaient, satisfaits que leur ministre de tutelle ait entendu leur colère et cédé à leurs caprices. Ce soir, je pense qu'on avait plutôt un ministre plutôt à l'écoute, plutôt d'accord avec nos propositions. D'ailleurs, il l'a dit aussi de la même façon sur le 19e arrondissement avant d'y aller. Il nous a dit la même chose, il nous a dit qu'il nous soutenait, il nous a dit qu'on pouvait peut-être trouver d'autres solutions. Il a dit aussi qu'évidemment il y avait l'indépendance de la justice et il n'a pas terni la justice pour autant. Par contre, il a compris que le métier de policier était plus que compliqué. Il a compris, il l'a dit lui-même, qu'on n'était pas au-dessus des lois, mais on n'était pas en dessous des lois et que la parole du policier devait compter et la présomption d'innocence aussi et pas la présomption de culpabilité. La quasi-totalité des exigences des syndicats de policiers les plus extrémistes ont été donc satisfaits par un gouvernement parfaitement soumis et prêt à concéder un régime juridique d'exception aux forces de l'ordre. Au final, il aura fallu moins d'une semaine de lamentation et de victimisation d'une partie de la profession pour gagner le bras de fer avec le ministre de l'Intérieur. Il faut dire que l'adversaire était déjà conquis. Donc ça n'a rien à voir, le mécontentement est là, le mécontentement est grandissant, le malaise est aussi bien présent. Maintenant, il y a des pistes de réflexion, c'est plutôt intéressant. Je pense que le ministre de l'Intérieur est plutôt de notre côté, même idéologiquement parlant. Je crois qu'il a fait un grand pas aujourd'hui, il montre qu'il est encore proche de ses troupes, il montre qu'il est prêt à évoluer et même légiférer et faire appel peut-être à son parti politique pour faire en sorte d'évoluer sur certains sujets. Donc la balle est dans notre camp et la balle est surtout dans le sien afin qu'on puisse avancer. Et Eddy dans tout ça? Oui, Eddy, vous savez, le jeune Français défiguré gratuitement par une patrouille policière et qui pour l'instant lutte encore contre de graves séquelles, celui-là même à qui Gérald Darmanin aura consacré moins de 9 secondes. Eh bien, Eddy reste digne et se refuse à toute généralisation. Je me repose sur la justice je sais qu'elle va faire son travail, j'ai confiance en elle. Voilà, donc je ne pourrais pas me faire justice moi-même, ça c'est une évidence. Donc voilà, donc j'y crois. Je sais qu'on a un pays quand même qui est assez bien fait, même si malheureusement jusqu'à ce jour j'ai reçu aucun soutien de l'État. Et aucune des autres victimes n'a reçu aucun soutien de l'État. On sait que l'État n'est pas la justice, on ne leur demande pas de faire le travail de la justice. Mais ça aurait été bien de nous apporter aussi un sentiment de compassion comme ils l'ont apporté aux membres des forces de l'ordre. En voilà une belle leçon de républicanisme qui manque cruellement à ceux qui tiennent le pays. La dernière prise de parole du nouveau président du MEDEF, Patrick Martin, nous donnerait presque envie de le renommer Madame Irma. Et pour cause, il a déclaré aux journaux régionaux du groupe EBRA qu'il pense que la rentrée sera politiquement chaude et socialement assez apaisée. Et pour préciser ce qu'il voit dans sa boule de cristal, il ajoute que les Français reconnaissent que cette réforme contre laquelle ils ont tant manifesté était indispensable. Dans une pirouette étonnante, Patrick Martin vante les mérites de ce texte tout en reconnaissant que cette réforme des retraites a été douloureuse. Il évoque
évoque juste après, avec une certaine malhonnêteté, le chiffre d'1,4 million de manifestants sur 28 millions d'actifs. Et dans la suite de ces nombreuses contradictions, le patron des patrons s'inquiète du fort potentiel d'explosivité des débats politiques. Et comme si ce diagnostic erroné ne suffisait pas, il ajoute une déclaration infantilisante en expliquant que le grand public ne s'intéresse pas à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Au bout de sa critique stéréotypée de droite, le président du MEDEF dit, je cite, « Cette déconnexion entre la politique, le débat politique et la réalité sociale est très préoccupante. » Ce qui est préoccupant au hasard, c'est peut-être la déconnexion entre les élites et le reste de la population. Patrick Martin, qui au passage refuse de révéler son salaire, défend qu'il est important de remettre en perspective la rémunération des chefs d'entreprise. D'une part, seule une minorité d'entreprises toucherait des salaires très importants et d'autre part, il faut pouvoir être attractif pour les top managers, comme ils aiment les appeler, ceux-là qui risqueraient de partir ailleurs si leur salaire était plafonné, les pauvres. Et après, les grands patrons, il se fait le défenseur des élus politiques en affirmant qu'ils ne sont pas rémunérés à la hauteur de leur charge de travail, de leur exposition médiatique et des risques réputationnels et juridiques qu'ils encourent. Rappelons tout de même que Patrick Martin est actionnaire majoritaire de Martin Bellesout, groupe de 3000 salariés spécialisés dans la distribution professionnelle pour les secteurs du bâtiment et de l'industrie et qui dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. En résumé, pour sa première sortie médiatique, le président du MEDEF justifie les hauts salaires de patrons et demande une augmentation pour les valeureux travailleurs des députés, tout en faisant l'éloge de la réforme des retraites, une sortie classique pour un président du MEDEF au final. Et terminons ce bulletin d'infos par une nouvelle qui est tombée hier dans la suite de la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Le gouvernement, dans son panache et une pointe de lâcheté, a publié en toute discrétion et en plein cœur des vacances les premiers décrets d'application de la fin de certains régimes spéciaux. Alors je dis bien certains parce que ce ne sont pour l'instant que les agents de la RATP, les industries électriques et gazières, les clercs de notaires et la Banque de France qui sont concernés. Les régimes spéciaux demeurent pour surprise les intouchables piliers du gouvernement, plus communément appelés les policiers, ainsi que pour les parlementaires qui se tuent le dos à la tâche pour nous représenter au mieux lors des longues séances de débat défendant l'usage démocratique de la Constitution. De quoi attirer toujours plus de monde dans ces filières et moins dans les domaines nécessaires au bon fonctionnement d'une société. Ironie du sort, en octobre 2019, Emmanuel Macron expliquait qu'il ne ferait pas de compromis et que tous les régimes devaient sauter, souvenez-vous. Et il n'y aura plus de régimes spéciaux à proprement parler. C'est pas possible dans un système qui est universel par points. Donc, on ne va pas garder... Si je commence à dire on garde un régime spécial pour l'un, ça va tomber comme des dominos, hein. Parce que derrière, on me dira, vous faites pour les policiers, donc les gendarmes. Donc ensuite, on me dira, vous faites pour les gendarmes, donc pourquoi pas pour les infirmiers, infirmières, les aides-soignantes. Et puis on va refaire nos régimes spéciaux. En 2 temps, 3 mouvements, on y est. Non. Voilà une promesse non tenue parmi tant d'autres. Alors pour revenir sur les spécificités de ces décrets, ils ne s'appliqueront pas aux salariés embauchés avant le 1er septembre 2023. Tous ceux ayant rejoint les corps de métiers concernés avant cette date pourront donc encore bénéficier d'un régime spécial de retraite. En revanche, ce à quoi personne n'échappera, c'est le report de l'âge d'ouverture aux droits, le fameux passage de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, de même pour avoir sa retraite à taux plein. Seulement, ces changements-là n'interviendront pas avant le 1er janvier 2025. Alors d'ici là, peut-être que d'autres mouvements sociaux verront le jour et que ces paramètres seront à nouveau modifiés. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin d'infos quotidien qui entre dans notre programmation d'été. Et comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs. Mais l'actualité ne s'arrête pas, alors nous non plus. Nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débat et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de votre soutien et surtout
de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne. Et parce que, comme j'aime à le dire, être à la télé, c'est bien, mais y rester, c'est mieux. Rendez-vous donc sur le média www.lemediatv.fr/soutien. D'ici là, restez connectés aux médias grâce notamment à la diffusion de nos programmes en 24/7 sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur le média.